Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à Strasbourg. Strasbourg, capitale européenne, vous le savez, mais aussi grâce à vous. Strasbourg, capitale des sciences socioculturelles pendant 3 jours. Et puis bientôt, Strasbourg, capitale des marchés de Noël, où on vous souhaitera aussi un bon accueil pour ce mois de festivités. Je voudrais aussi profiter de cet accueil pour remercier les nombreux partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, les remercier de l'aide qu'ils nous apportent. Leur aide a été très précieuse et l'intérêt qu'ils nous portent l'est tout autant. Je voudrais citer dans nos partenaires Monsieur Mathieu Kahn, adjoint maire de la ville de Strasbourg, Monsieur Jacques Wilson, président de la CAF du Bas-Rhin, Monsieur Philippe Meyer, vice-président du conseil départemental, il sera présent ce soir pour le cocktail de bienvenue du réseau, Monsieur Éric de Rosier, conseiller technique à la CNAF, Madame Christine Bure, conseillère technique à la CNAF, Monsieur Mathieu Fosseux, coordinateur CNAF-Sénax, Madame Elsa Schalk, vice-présidente du Conseil régional Grand Est, Madame Lila Merabet, vice-présidente du Conseil régional Grand Est, Madame Joëlle Garello, présidente du SNEXO, qui sera présente ce vendredi, Madame Camille Lénic, responsable des relations sociales au SNEXO, qui sera présente vendredi, Paul Durand, président du CNEF, à l'IFSA, présent jeudi, Madame Cédalom Folly, responsable emploi au CNEF à l'IFSA, présent jeudi, et Monsieur Pierre Duchamp, président de EGA, présent jeudi et vendredi. Sont excusés Monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg, Monsieur Frédéric Bierry, président du conseil départemental, Monsieur Francis Bribois, directeur de la CAF, Monsieur Frédéric Agelet, sous-directeur de la CAF, Monsieur Jean Rotner, président du Conseil général Grand Est, du Conseil régional, pardonnez-moi, et Madame Catherine Zuber, vice-présidente du Conseil régional Grand Est. Un petit mot quand même sur ces journées JPAC que nous allons démarrer. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, déjà, se déroulait à Strasbourg le 6e congrès national de la Fédération. Et ce congrès traitait déjà du thème que vous allez approfondir, qui était les habitants en initiative. Ceux qui l'ont vécu se souviennent déjà du grand succès qu'il y avait eu à l'époque, il y en a quelques-uns qui s'en souviennent. Et nous avons une challenge durant ces 3 jours, c'est de perpétuer cette réussite. Et nous allons réussir pour au moins 2 raisons. La première, c'est que dans le cadre des JPAC qui se passent ici, nous allons traiter d'un sujet très actuel, très conceptuel, qui est le sujet des habitants au pouvoir. C'est un sujet très large et tout à fait passionnant. Et puis, il y a une deuxième organisation. Elle est organisée par notre Fédération 67, avec l'accord de notre fédération. Merci. Ces 3 journées de réflexion vont se faire sur un thème tout à fait proche, c'est les jeunes au pouvoir. Et pourquoi nous allons réussir? Parce que nous allons associer, bien évidemment, les réflexions sur des JPAG et les réflexions des JPJ. Et nous aurons là un condensé extrêmement important de réflexions, de solutions qui seront profitables pour nous tous. En tout cas, ce sera vraisemblablement des journées excessivement riches en informations. Et encore merci à Claudie Miller d'avoir permis cette deuxième organisation. Et puis j'ai 2 réflexions pour terminer. Une réflexion pour affirmer notre solidarité et puis notre soutien à nos collègues de l'Aude qui, vous le savez, ont subi d'importants dégâts suite aux inondations. Nous allons leur montrer aussi notre solidarité parce que c'est une valeur que nous partageons et nous allons leur montrer que nous sommes tous avec eux. Un tout dernier mot, je voulais passer
c'est sur les partenariats que nous développons dans chacun de nos secteurs. Les partenariats, nos organisations, elles sont de nature remontante. Elles sont de nature remontante, c'est-à-dire toutes les activités que nous développons proviennent de nos expériences du terrain, contrairement aux organisations du type pyramidal. Et ceci est important, elles sont tout à fait représentatives de nos valeurs, de nos méthodes de travail. Et cette organisation qui nous est propre fait que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions représentatives des vrais problèmes de terrain au niveau des habitants. Elles sont tout à fait représentatives que nous sommes une force de proposition vis-à-vis de nos partenaires. Et cette force de proposition, il faut pouvoir effectivement la mettre en valeur. C'est important. C'est notre spécificité. Elle est concrétisée dans le cadre de nos projets. Et elles sont représentatives, nous sommes des forces crédibles représentatives pour développer des partenariats constructifs et réciproques et non sous forme de sous-traitance comme ça semble être la tendance qui se développe. Il faut y faire extrêmement attention. Nous sommes des partenariats qui souhaitons une véritable réciprocité dans nos partenariats. C'est le message que je voulais vous faire passer. Je nous souhaite 3 jours de plaisir à travailler ensemble et j'ai le plaisir à passer la parole à notre présidente, Claudie. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Quand j'entends le discours de Roger, je suis rassurée. Tout ce qu'il vient de dire, j'aurais pu vous le dire, à peu près avec les mêmes termes. Donc, quand un réseau national est aussi bien représenté par un réseau départemental, je crois qu'on peut se féliciter de la cohérence de nos paroles et de nos discours. Je le rejoins sur les remerciements à nos partenaires qui ont permis que la journée soit possible. Je le rejoins sur la solidarité avec les départements du Sud qui ont subi les intempéries et que nous allons également soutenir par un geste de solidarité. Et puis je le remercie sur la fin de son discours, sur les postures du centre social qui est un partenaire des politiques mises en place sur les territoires et qui, de quelque façon que ce soit, n'est pas l'instrument de ces politiques, mais bien a une façon particulière de les mettre en œuvre, que nous allons évoquer pendant ces 3 jours, comment les centres sociaux, au-delà des habitants qui prennent l'initiative, les accompagnent pour qu'ils prennent le pouvoir. J'étais à Strasbourg en 98, jeune présidente de la Fédération des Deux Savoies. Je découvrais le réseau avec enthousiasme. 20 ans après, l'enthousiasme est le même. Merci. Bonne journée, bons travaux. Merci Claudie. Merci Monsieur le Président. Je vous propose de garder Claudie et je vous libère, vous. Volontiers. À tout à l'heure, merci beaucoup. Pour démarrer, je propose de faire monter tout de suite sur scène pour cette table ronde Marion Carrel, qui est sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, Alain Cantarutti, qui est délégué de la Fédération des centres sociaux, Daniel Bray, qui est président du centre social du Cran-Gévrier, et Sylvain Parat, qui est directeur du centre social Quartier Vitalité à Lyon. Le temps que ceci monte, quelques petits mots. Donc là, on démarre sur cette première plénière de ces 3 journées pendant lesquelles vous allez avoir l'occasion de participer à un nombre d'ateliers, à un nombre de séquences en petits groupes pour échanger sur des pratiques, réfléchir ensemble, produire, avec une dimension d'échange et de prise de parole qui va être très très importante sur cette première plénière ce matin, donc qui est consacrée à la théorie
thématique générale de nos JPAG, des habitants au pouvoir, utopie ou réalité. Ce qu'on vous propose, hein, vu le nombre de participants, vous êtes plus de 450 ici, ça montre le fait que on a à peu près tous les territoires qui sont représentés sur ces JPAG, et ça c'est un beau pari collectif qu'on a réussi ensemble. Mais ce matin, sur cette table ronde qui va durer une petite heure et demie, ce qu'on vous propose dans la dimension d'interactivité, c'est de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter vos commentaires, de pouvoir poser des questions à partir de ces deux numéros-là. Il y a un SMS qui est le 07 67 67 08 42, ou via Twitter le hashtag JPAG 2018. On a Benjamin et Hugo qui sont sur votre gauche, qui vont en faire défiler une partie au fur et à mesure de la matinée, et on aura un temps en fin de matinée où on partagera ensemble un certain nombre de questions que vous avez, et à partir desquelles on pourra faire réagir l'ensemble de nos intervenants sur scène. Voilà. Pour démarrer tout de suite cette plénière, un dernier élément, peut-être que vous avez vu, et si vous ne l'avez pas encore, si vous ne le savez pas, on a cette plénière ce matin et les plénières de clôture des JPAG qui sont diffusées en direct via le site internet de la Fédé des centres sociaux. Donc si vous avez des collègues, si vous avez des administrateurs, des administratrices qui aimeraient suivre ces temps-là, eh bien vous pouvez leur proposer d'aller se connecter sur le site de la Fédé, et un grand merci à Michel Chilot qui est là-bas et qui permet la retransmission de cette table ronde. Pour démarrer tout de suite, on voulait proposer à Marion Carrel de nous apporter un éclairage. Donc Marion est spécialiste des questions de participation, des questions de démocratie, et ça nous intéressait d'avoir ce regard et cet éclairage au-delà des centres sociaux dans un premier temps, au niveau de la société en France. Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui des évolutions et des grandes questions qui touchent à la question de la participation des habitants, participation et mobilisation des habitants qu'on peut parfois ressentir, percevoir ou vivre comme étant de l'ordre peut-être plus du registre de l'injonction, mais en même temps on constate aussi des mouvements ascendants de mobilisation d'habitants eux-mêmes qui veulent prendre du pouvoir sur leur environnement, sur la société, et également des démarches et des approches de réseaux comme les nôtres qui placent la question du pouvoir des habitants et du pilotage par les habitants dans nos propres structures comme un élément absolument fondamental. Donc on voulait, Marion, te proposer un premier temps de parole autour de quelques éclairages sur cette question-là. Ok. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Je rencontre pas mal les centres sociaux dans mes recherches et avec mes collègues également. Alors, donc moi je suis spécialiste des questions de participation des habitants dans la politique de la ville au départ. J'ai travaillé aussi sur les questions de citoyenneté et de discrimination aussi. À quelles conditions les expériences de discrimination peuvent être un levier pour l'engagement, notamment pour les jeunes des quartiers populaires. Et puis, je suis maintenant sur aussi des questions autour des recherches participatives et du croisement des savoirs. Je voulais, donc j'ai un quart d'heure à peu près, démarrer par des points généraux sur un petit peu l'évolution de la société, les transformations de la société qui nous interrogent sur la question démocratique et participative. Alors, en fait, on peut rassembler 4 ensembles de phénomènes qui se développent actuellement. Le premier, c'est que l'impératif participatif ou l'impératif délibératif, en tout cas cette espèce d'idée qu'il faut faire participer, qu'on veut participer partout dans nos métiers, dans nos quartiers, dans nos territoires, cet impératif-là, il bouscule les institutions, quelles qu'elles soient. Il y a quelque chose de l'ordre de la remise en question, de manière de concevoir la pratique, l'institution, le déroulement des politiques sociales par cet impératif qui s'est diffusé dans la société. Deuxième point,
dans notre société française qui a un peu de mal avec ça. On a des questions identitaires qui nous bousculent, et les identités à la fois de genre et de race, pour le dire comme ça, comme on dit en sociologie, viennent complexifier aussi la perception, l'analyse de la société, pour nous sociologues, pour vous aussi, mais aussi la manière dont on intervient dans cette société. Ça bouscule parce qu'on a quand même une tendance, et il faut le garder, à penser la société en termes de classe sociale. Et est-ce que l'émergence de revendications identitaires autour des hommes, des femmes, des égalités hommes-femmes, des questions de discrimination raciale, est-ce que ça vient balayer la conception de la société en termes de classe sociale, ou est-ce que ça s'articule? Comment? Et en quoi ça nous questionne? Troisième phénomène qui nous tombe dessus, c'est l'effritement, pour parler comme Robert Castel le faisait, l'effritement de la société salariale. C'est-à-dire que on a de moins en moins la société organisée autour du salariat et du travail tel qu'il l'était auparavant, et on a une forme d'individuation des rapports sociaux. C'est tout ce qu'on renvoie quand on dit il y a moins de gens dans les syndicats, il y a moins de gens qui veulent s'engager, il y a plus de force collective très très forte qui organise la société, et du coup ça transforme. Il y a aussi la question du rapport à la politique au sens parti politique, notamment dans les quartiers populaires et les territoires ruraux. Et tout ça transforme le rapport des classes populaires aux politiques de manière assez forte. Et ça, c'est un long processus qui date pas d'il y a 10 ans, mais plutôt de 30 ans, avec l'apparition de la crise et l'évolution de l'économie. Et puis quatrième point, qui va sans doute avec tout ça, les gens, quels qu'ils soient, sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des professionnels en général. Alors vis-à-vis des sociologues, c'est très fort. Moi, par rapport à il y a 20 ans, quand je démarrais mes enquêtes, j'avais aucun problème pour récolter la parole des gens, faire mes analyses et éventuellement aller leur raconter ce que j'avais trouvé. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça dans les quartiers populaires où je vais. Je peux pas forcément tout de suite débouler en disant je suis sociologue. Tout le monde va pas venir me parler avec le grand sourire. Donc pourquoi? Je pense qu'il faut pas voir ça comme quelque chose de dommage. Au contraire, c'est l'exigence que qu'est-ce qu'on va faire du savoir que je vais vous raconter, qu'est-ce qu'on va faire des compétences que j'ai, qu'est-ce que vous allez faire, vous, professionnels, sociologues, journalistes, de notre parole, de notre quotidien, avec cette forte exigence de, quelque part, participer à l'analyse, participer aux discussions qui vont en découler. Et donc, moi, je trouve que c'est une chance et non pas quelque chose de regrettable, parce que ça nous pousse à inventer de nouveaux outils, de nouvelles lunettes pour à la fois comprendre la société et travailler avec la société, et notamment avec les plus jeunes. Je voulais pas être très longue sur cette intro, je voulais terminer par assez rapidement, parce qu'il m'est ressorti vraiment très fortement de ma dernière enquête, qui était dans les quartiers de Villepinte en Seine-Saint-Denis et de Montréal-Nord à Montréal, autour des expériences de discrimination. Pour le dire rapidement, j'ai rencontré des associations très intéressantes, mais qui rentraient pas dans le cadre des associations traditionnelles qui ont été montées par des jeunes des quartiers, alors plutôt noirs et arabes pour le dire comme ça, et qui sont plutôt dans une logique assez conflictuelle avec les collectivités locales, avec le centre social, conflictuelle dans le sens même pas très conflictuelle, mais pas beaucoup de relations. Voilà. Et avant de savoir ce qu'on en fait, je voulais juste dire 2-3 points sur ce que j'ai compris de ce que portaient ces associations. C'était pas des associations d'ailleurs constituées forcément, c'est des collectifs de jeunes qui se posent des questions, qui font des choses et qui ont certaines demandes. Il y a 6 choses qui les rassemblent. Premièrement, ils sont très fortement sur la logique de dire c'est à nous de nous organiser. Et c'est pas aux autres de nous dire comment nous organiser, ce qui est assez compliqué du coup pour un professionnel pour aller discuter avec eux. C'est à nous de nous organiser dans le sens on a besoin aussi de toucher du doigt que ce qu'on fait va avoir des conséquences pour nous, pour notre trajectoire, etc. Deuxième point,
Il y a des bonnes choses en chacun, donc je parle trouver de l'or en chacun, ça fait un peu bisounours, mais c'était dans une chanson de rap qu'ils utilisaient. Donc c'était l'idée que dans les personnes déviantes, délinquantes, dans les personnes qui ont des trajectoires compliquées, il y a des choses intéressantes, il y a toujours du potentiel, et on parle beaucoup aussi en son nom propre. On parle beaucoup en son nom propre, au nom de son frère, sa sœur, son quartier. Ce qui, encore une fois, quand on débarque, on décode ça comme du populisme, de l'égoïsme, cette société individualiste, insupportable, qui fait que du coup on peut rien faire en commun puisque chacun parle de soi. Je pense encore une fois qu'il faut voir les choses autrement, qu'il faut partir de cette exigence-là et de cette parole-là à la première personne du singulier pour passer à la première personne, pour passer du jeu au nous et pour construire des choses. Troisième point, il y a des choses très fortes autour du féminisme, du care, du soin, de l'attention à tous ceux qui vont plus ou moins bien. Les derniers points, je vais très vite. Il y a un quatrième point, une attention très forte à la question que moi j'appelle la citoyenneté communautaire, donc une forme de citoyenneté qui nous bouscule en France, qui est une forme de citoyenneté d'abord sur on se rassemble entre proches, entre gens qui se ressemblent, et on construit ensemble une parole, un point de vue, et ensuite on a ces demandes vis-à-vis de la reconnaissance de ces particularités vis-à-vis de la société. Et dans ces associations que j'ai vues, dans ces collectifs que j'ai vus, il y a une dialectique intéressante entre l'entre-soi et l'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours... on pourrait le décoder encore une fois comme quelque chose de très... séparatiste vis-à-vis du reste de la société, mais non, dans la citoyenneté communautaire, dans cette volonté d'apparaître comme spécifiquement de tel quartier ou de telle origine ou de tel type d'intérêt, il y a cette forte demande d'égalité en fait, d'exigence d'être traité en citoyen égal aux autres à travers ses particularités. Et ça, autant c'est facile à comprendre et à entendre au Québec, parce qu'on est dans une société multiculturaliste et que ça fait des dizaines d'années qu'on travaille tout ça, autant en France, ça vient nous percuter parce qu'on est quand même dans un pays à l'histoire socioculturelle marqué par le républicanisme, une certaine conception du citoyen qui n'a pas de particularité, etc. Je suis un peu longue. J'en arrive au point central autour des questions de participation et de débat. Il me semble que par rapport à tout ce que je viens de dire, soit on rejette ces collectifs vis-à-vis, par exemple, d'un centre social qui n'a pas beaucoup de liens ou qui a du mal à dialoguer avec ces collectifs, soit on part de ces exigences, de ces demandes, de ces réalités pour construire des choses avec ces collectifs de jeunes notamment, autour de la question du débat et de la participation. Alors, j'ai démarré peut-être en disant, mais ça a été déjà dit, puis je vais pas faire trop long, que sur les questions participatives, ce qu'on retrouve le plus souvent en France, alors peut-être pas dans les centres sociaux, parce que vous avez une particularité ou des pratiques assez ambitieuses sur le sujet, mais ce qu'on retrouve quand même aussi dans les centres sociaux, je dois vous le dire, c'est ce qu'on peut appeler l'injonction participative. Et par injonction participative, on entend une forme de catégorisation, une forme de conception de la participation qui est particulière et qui pense que l'unique responsabilité de la participation repose sur les habitants, qui sont vus plutôt comme handicapés de la citoyenneté, qui sont pas corrects, qui parlent pas correctement, qui sont pas assez sur le registre de l'intérêt général, qu'il va falloir former, qu'il va falloir accompagner sur un chemin qui va les mener vers des individus vraiment dignes de représenter l'intérêt général ou de parler de l'intérêt général. Je dis pas que c'est pas une question, mais je dis que c'est l'unique entrée dans l'injonction participative. D'accord, c'est quand même assez différent. Et l'autre caractéristique de l'injonction participative, c'est qu'on pense que nos institutions, nos modes de fonctionnement associatifs, institutionnels, politiques, démocratiques, sont efficaces tels qu'ils sont, c'est-à-dire que la logique de l'organisation démocratique des institutions, des associations, de la société n'est pas questionnée dans cette conception injonction participative. Du coup, on a des pratiques qui ne vont pas jusqu'à générer des transformations des pratiques à l'interne dans les organisations et dans les partis politiques, dans les associations, et qui est plutôt sur une logique capacitaire, éducative,
participative stricto sensu des habitants et qui, faut le dire clairement, fait fuir les habitants qui pourtant viennent nombreux quand on leur promet la participation. Donc cette injonction participative, c'est pas la peine de faire un dessin, vous voyez un petit peu, c'est quelque chose qui génère beaucoup de frustration et qui génère en général le renforcement des stéréotypes des uns envers les autres. C'est-à-dire qu'une réunion publique ratée, par exemple, pour parler crûment, c'est-à-dire une réunion publique dans laquelle plein d'habitants viennent, ils ont plein de choses à dire, mais c'est pas le moment de dire ça. Madame, vous vous exprimez pas correctement, on verra ça dans 2 semaines. Et puis, d'ailleurs, la parole a été donnée au public après 3 quarts d'heure de PowerPoint très compliqué qui explique des choses institutionnelles assez complexe avec tous les sigles en plus qu'on adore développer en France. Bref, qu'est-ce que ça génère? Les habitants des quartiers populaires, quand on retourne les voir le lendemain, ils nous disent bah vous voyez, ça sert à rien qu'on aille dans ces dispositifs-là. Ils nous écoutent pas, c'est jamais, on ne parle pas correctement, on dirait qu'ils veulent pas qu'on parle. Ils s'en fichent de nos soucis particuliers. Et du côté des professionnels, des élus, des animateurs qui sont mis dans des postures assez tendus dans ces genres de réunions, de dispositifs, disent bon bah voyez, ça sert à rien d'aller discuter avec la population, ils sont arc-boutés sur leurs intérêts particuliers et ils comprennent rien aux beaux projets qu'on a fabriqués pour eux. Quand même, ils sont pas reconnaissants, on met beaucoup d'énergie pour s'occuper d'eux, puis ils sont pas contents. Donc moi je pense que si on va au bout de cette analyse-là, vaut mieux pas faire de participation du tout que de faire de l'injonction participative. Parce que pour produire encore plus de ressentiment sur les institutions, les professionnels, les élus, pour générer derrière une envie d'abstention, une envie de vote extrême droite, on peut pas s'y prendre mieux que de faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une conception j'ai pas le temps de dérouler, mais il y a vraiment au moins 4 conceptions très différentes de la participation. J'arrive directement sur celle qui nous intéresse ici, qui est une conception. Bon, alors c'est développement du pouvoir d'agir, c'est éducation populaire, c'est toutes ces dimensions-là. Moi, je trouve qu'il faut pas s'embêter. C'est un peu tout la même manière de concevoir la participation, qui est il y a des spécificités des habitants des classes populaires, peut-être un éloignement de l'organisation collective, de partis, etc., particulière, des gens qui sont parfois éloignés de la parole publique. Mais il y a aussi des modes de fonctionnement de nos institutions et des modes de fonctionnement de la participation en tant que telle à questionner. Alors, de quoi parle-t-on? Il y a 2 grands champs, 2 grandes manières de parler de la participation, en fait, que j'aimerais développer rapidement. La première, c'est tout ce qu'on appelle, nous, en sciences sociales, on appelle ça la délibération. Alors, c'est un peu compliqué parce que délibération pour les collectivités locales, c'est la délibération en conseil municipal, donc c'est la décision qu'on prend collectivement. En sciences sociales, la délibération, ça renvoie au débat public et ça renvoie au départ à Habermas et plein de penseurs derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Que y a une activité humaine particulièrement importante qui est l'échange public d'arguments. Donc l'échange public de points de vue, l'échange public d'arguments, qui produit cet échange public de la connaissance, aussi de l'éducation, hein, aussi de la conscientisation, de la formation du citoyen, et qui produit, dans le meilleur des cas, des meilleures décisions. Donc tout l'enjeu de la délibération, c'est comment, dans nos prises de décision, y compris au CA d'un centre social, la décision se prend à l'issue d'une délibération la plus juste, égalitaire, ouverte possible. Et là, on tombe sur la question de la reproduction des inégalités dans la délibération, dans le débat. C'est-à-dire que si l'on y prend garde, on peut très bien, assez rapidement, reproduire les travers des inégalités dans la société, dans la délibération. C'est-à-dire que, ceux qui parlent pas correctement vont pas trouver place dans le débat. Ceux qui ont les compétences, c'est-à-dire les diplômes, la manière de parler, les savoirs et la légitimité aussi du fait d'être dans telle ou telle classe de la société ou dans telle ou telle responsabilité, les arguments portés par ces personnes-là vont être plus fortes et des arguments peut-être ignorés, cachés, non visibles vont être pas non visibles. Alors là, je renvoie à tout
si ça vous intéresse, c'est tous les travaux de John Dewey qui a bien expliqué, alors c'était dans les années 30, c'est pour ça que j'en parle aussi aux États-Unis, comment certains problèmes sociaux pouvaient rester ignorés, invisibles, et comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'ils émergeaient dans le débat public et qui pouvaient derrière donner lieu à des décisions, des politiques publiques, etc. Et là-dessus, bon, j'arrête pour l'instant parce que combien il me reste de temps? Ah, voilà. Bon, bah alors l'autre plan, c'est la participation dans le sens partage de la décision, prise de décision par des citoyens dans des dispositifs. Donc là, on est bien sur un autre registre, on est sur le registre, si on devait être assez strict, la participation ou la démocratie participative, c'est une articulation entre démocratie représentative et démocratie directe. D'accord, donc démocratie représentative, on élit des représentants, par exemple des délégués au, je sais pas comment vous dites, délégués au CA, c'est ça, enfin des administrateurs, pardon, pas administrateurs, habitants pilotage, d'accord, donc ils sont élus. Et la démocratie directe, c'est un homme égale une voix, donc par exemple, toute la population du territoire autour du centre social, je sais pas, peut-être je délire là, mais en tout cas la démocratie directe, c'est quand on prend tous part à la décision. Eh bien, la démocratie participative, c'est une articulation entre les deux, et donc c'est des temps, des moments d'ouverture de la décision plus large que les élus, les représentants qui sont là pour 5-6 ans. Donc on réouvre périodiquement le pouvoir de décision. Voilà, et l'enjeu, je pense, c'est de tenir et de penser ces deux logiques ensemble, c'est-à-dire la logique du débat et comment l'ouvrir, comment la rendre plus démocratique, ce temps de débat, ces procédures de débat, je vais donner quelques pistes, et comment tenir ensemble aussi cette question de la décision, du partage de la décision avec la population, en ayant peut-être en inventant des choses un peu ambitieuses, temporaires, de vote, de tirage au sort, de plein de choses qu'on peut imaginer. Pour terminer sur la délibération, je voulais dire encore de quelques mots sur la pratique. Alors, un dernier sociologue que je voulais mentionner, c'est encore un Américain qui s'appelle Fung, et on a traduit son article dans le premier numéro de la revue Participation qu'on a créé en 2011 avec les collègues. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça s'appelle La délibération avant la Révolution, son article. Donc la délibération avant la Révolution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait la délibération, c'est-à-dire cette histoire de développer le débat public en amont de toute décision partout dans notre société. Il dit c'est révolutionnaire, c'est même doublement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que premièrement, ça supposerait, pour que ça fonctionne, que la société soit égalitaire, que tout le monde ait la même capacité à pouvoir participer au débat, ce qui n'est pas le cas. Et deuxième raison pour laquelle c'est révolutionnaire, ça voudrait dire que nos organisations fonctionnent de manière démocratique et permettent la circulation des points de vue, des débats, et la construction commune, l'intelligence collective, tout ce que vous voulez. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et donc il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la révolution? Vieux débat. Et puis ensuite, quand il y aura une société égalitaire et des institutions démocratiques, tout ira bien, on pourra bien débattre. Il dit, non, ce qu'il faut faire, c'est faire de l'activisme délibératif. C'est son terme. Et qu'est-ce que c'est l'activisme délibératif? C'est distiller partout dans nos vies, dans nos territoires et dans nos métiers, cette pratique du débat public, de la construction de l'intérêt général, un intérêt général qui n'est plus conçu comme quelque chose qui descend comme la grâce de Dieu sur les représentants ou sur les décideurs ou sur quelques habitants qui seraient meilleurs que les autres, mais non, un intérêt général qui serait, comme on dit dans le pays du nord de l'Europe, construit. Donc pas un intérêt général substantiel qui descend comme ça, mais un intérêt général construit à partir de points de vue différents, parfois conflictuels. Et tout l'enjeu, il me semble, pour finir sur les classes populaires, c'est bien d'arriver à passer de la violence, des choses non dites, incompréhensibles, la violence au guichet, la colère vis-à-vis d'un animateur de centre social, parfois la violence même pas que symbolique mais physique. Tout ça c'est juste incompréhensible. Et pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'on se donne pas les moyens de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il y a toujours du ferment de demande de justice et de demande de reconnaissance et de demande d'égalité dans l'expression de la violence. Tout l'enjeu de notre société est
mais particulièrement dans ces périodes compliquées qu'on traverse, c'est pour parler encore d'une personne, c'est Hannah Arendt, au moins comme ça j'aurais cité une femme, c'est de passer de la violence au conflit démocratique. Je pense que les centres sociaux sont un des lieux qui sont importants pour ça, pour passer de la violence au conflit démocratique. Mais pour ça, il va falloir peut-être aller un peu plus loin sur des choses que j'ai pu voir. Alors vous me direz, c'est peut-être pas chez vous, mais des centres sociaux dans lesquels parfois on ne sort pas dans le quartier ou dans le territoire. On attend que les gens viennent. On est très méfiant, on a très peur de ces collectifs qui sont un petit peu en colère. Et donc il y a des techniques, il y a des pratiques. J'ai développé ça dans mes recherches, mais autour de groupes de qualification mutuelle, d'ateliers de croisement des savoirs et des pratiques, autour de l'utilisation de vidéos comme ils font à Moderniser sans exclure, autour de l'utilisation du théâtre forum, théâtre de l'opprimé. On a des techniques qui permettent d'organiser le débat, mais ça demande quand même à avoir, il y a une nécessité absolue, me semble-t-il, on reviendra peut-être sur la question du pouvoir d'agir parce que j'ai pas le temps de développer, mais je termine sur la nécessité absolue dans nos organisations quand on se lance sur les questions de participation ou quand on veut améliorer notre pratique du débat et de la participation. Il y a quand même vraiment 5 points, mais ça dure 30 secondes. Le premier point, c'est clarifier les objectifs politiques qu'on vise à travers la participation. Parce que bien souvent, on ne sait pas pourquoi on se lance dans la participation. Alors, dans les centres sociaux, on le fait parce que c'est dans les gènes. c'est parce que c'est comme ça, enfin, c'est quand même les habitants au cœur, etc. Mais est-ce qu'on se pose quand même la question, quand on se relance dans des actions là-dessus, sur quel est l'objectif visé? Est-ce que c'est juste que tout aille mieux? Est-ce que c'est pour transformer qui, quoi, comment? Et deuxième point qui va avec, clarifier auprès de la population, clarifier davantage ce qu'on va faire avec leurs paroles, ce qu'on va faire avec leur engagement, qui n'est pas toujours très clair. Troisième point, travailler la question des inégalités dans le débat et dans les décisions. Donc tout ce que j'ai dit avec des outils peut-être à inventer. Quatrième point, articuler tout ce travail avec les collectifs, les mouvements sociaux, les gens qui veulent pas rentrer dans le centre social, qui veulent pas rentrer dans la mairie, mais qui sont des acteurs, qu'on le veuille ou non, majeurs, importants, et qui véhiculent des formes de citoyenneté et des formes d'engagement qui sont des ferments. Donc articuler comment, il faut réfléchir. Et enfin, trouver les moyens de coproduire dans des processus un petit peu de moyen long terme, coproduire toujours l'enquête sur les problèmes, les dysfonctionnements dans le territoire. Ça veut dire s'appuyer sur des démarches qui reconnaissent le savoir et les compétences des gens, mais pas seulement ce savoir-là, évidemment. Le savoir et les compétences des gens, leur expertise, etc., elle est multiple. Mais comment la croiser, l'articuler avec les savoirs et les compétences des élus, des professionnels. Voilà, donc c'est tous ces enjeux-là qui peut-être vont ouvrir le débat. Merci Marion, merci pour cet éclairage et d'avoir accepté de jouer le jeu du caractère succinct. On a parlé de pouvoir d'agir dans la société, de participation dans la société, un petit peu dans les organisations également. Claudie, pouvoir d'agir, place des habitants et pilotage par les habitants dans les centres sociaux. Qu'est-ce qu'on porte, nous, comme enjeu, comme intention derrière cette approche qui, rappelons-le, au moment de l'escale et à mi-chemin de notre projet fédéral, c'est une des dimensions qui est sortie de façon extrêmement forte. Vraiment cet enjeu sur lequel tout le monde insistait de la place des habitants dans le pilotage des centres sociaux. Tout d'abord, je voudrais remercier Marion pour son intervention parce que elle a eu l'art d'à la fois nous bousculer et nous bousculer pas mal, de nous poser la question de l'identité de notre réseau. Enfin, en tout cas, sur la question d'identité, moi, je retiens celle de notre réseau. Et puis de quand même, nous ouvrir quelques pistes et de pas nous laisser tout désemparer devant toutes les questions qui se posent à nous. Marion les formalise très très bien, mais je crois que de façon plus ou moins conceptualisée, en tout cas ces questions-là, on se les pose. Donc on n'est pas complètement fichu. Il y a de l'espoir.
savoir un peu où nous en sommes aujourd'hui et peut-être j'avais préparé un truc, mais Marion a suffisamment bousculé les choses pour que j'avance un peu différemment. Je crois que et je vais partir de l'identité. Ça a été un petit peu évoqué. Nous sommes dans une continuité historique depuis une centaine d'années. Nous nous posons la question, ou en tout cas nous créons des propositions. Les centres sociaux créent des propositions autour de quelle est la place qu'occupent les habitants dans la société aujourd'hui. Alors la société industrielle du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, quelle place pour les gens? Alors au démarrage, c'était un peu les plus pauvres, les gens qui sont des ouvriers des quartiers populaires. Comment ces gens-là ont aussi une place dans la société et dans la résolution des conflits ou des difficultés qui les concernent. Je crois que le démarrage était un petit peu autour de ça. Et c'est une trace que nous suivons depuis 100 ans, ce qui fait que même si aujourd'hui la question est difficile, nous pouvons nous appuyer sur cette volonté et sur des travaux menés dans la continuité pour traiter cette question de la place des habitants. Sur cette question de l'identité encore, je crois que nous avons aussi fait des choix particuliers qui ont été réaffirmés ou en tout cas réinterrogés au moment du Congrès de Lyon. Le Congrès de Lyon a été un tournant. Nous sommes un peu sortis du fonctionnement de nos institutions pour nous reposer la question un peu fondamentale de avons-nous un projet politique? Et je crois que ce projet politique, alors il s'exprime selon les territoires, selon les centres sociaux. Vous savez bien, il n'y a pas une parole dans les centres sociaux. Il y a, en tout cas dans la fédération des centres sociaux, il y a 1200 centres sociaux. Chacun a un petit bout de son indépendance, de sa liberté même. Donc la parole n'est pas uniforme, mais quand même nous sommes interrogés, plus qu'interrogés, presque indignés concernant toutes les questions de justice sociale et de ce que vivent les habitants sur les territoires et de ce qui nous rapporte des difficultés qu'ils rencontrent et du sentiment d'injustice que peuvent avoir les uns et les autres. Alors les jeunes sur la place des jeunes dans la société, les gens les plus exclus, sur l'incapacité qu'on leur fait de participer justement, non pas pour répondre à une injonction, mais pour qu'ils apportent les compétences qu'ils ont acquises à travers comment on répond aux difficultés. Donc ce congrès de Lyon a réaffirmé vraiment que dans notre projet politique, nous souhaitions, alors je vais le dire comme ça c'est peut-être un peu choquant, mais atténuer les injustices sociales, parce que nous sommes un réseau puissant certes, mais petit, et que nous ne pouvons pas avoir la prétention de changer les choses à nous seuls, et donc nous sommes dans comment est-ce qu'on les atténue, voire comment est-ce qu'on défend plus de justice sociale. Mais nous sommes un réseau timide sur le portage d'un projet politique, parce que nous sommes des institutions, parce que nous dépendons financièrement largement des collectivités, à 80%. Donc ne nous voilons pas la face, et parce que nous avons aussi, c'est un réseau de professionnels, vous en êtes la preuve là ce matin, et que donc nous avons des responsabilités vis-à-vis de ces professionnels. Nous sommes un réseau employeur, et donc il n'est pas si simple de se dire que nous allons partir la bannière au vent, défendre à tout crin des points de vue ou des idées, sans tenir compte de cette identité-là d'institution sur les territoires. Alors, à la fois, ça nous freine, mais à la fois, ça nous porte aussi, puisque ça fait qu'on a de la permanence sur les territoires. On est là tous les matins, on ouvre nos portes, et puis, à travers nos façons d'agir, nos façons de faire, on se rapproche autant que faire se peut de
comment est-ce qu'on s'y prend pour que cette participation des habitants, elle soit non pas imposée, non pas obligatoire, mais en tout cas comment elle peut s'épanouir aussi à travers les centres sociaux. Pas que à travers les centres sociaux, mais aussi à travers les propositions qu'ils font. Nous sommes en chemin, nous sommes en route. Les choses ne sont pas simples et ne sont pas simplistes. C'est pas parce qu'on dit qu'on le fait vraiment. De fait, on est un réseau. Certains se sont engagés très largement dans le développement du pouvoir d'agir. C'est l'outil qu'on a choisi au service de ce projet politique. Certains s'y sont engagés très vite, très fort. D'autres, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ce qu'on a pu constater en Flandre-Maritime, c'est qu'on réaffirmait encore et encore qu'il nous semblait que c'était la bonne voie, qu'on voulait continuer, qu'on avait besoin de plus de formation, de plus de compréhension de qu'est-ce que c'est que cet outil qu'on nous propose. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que ce projet politique, il est partagé. Il est partagé entre des professionnels qui mettent toute leur intelligence, toutes leurs compétences au service du projet, qui mettent du militantisme. Ce sont des militants du projet, les professionnels des centres sociaux. Et puis aussi, il est partagé avec des habitants qui viennent exprimer leur colère, leurs envies, leur désir d'un monde différent, mais qui viennent aussi s'engager dans des parcours pour que la parole politique, ce projet politique, soit porté pas seulement par les professionnels qui le défendent, mais aussi par des habitants qui font un chemin, J'entendais sur il faut avoir un certain niveau de parole, il faudrait partir de tel type de compétences. Je ne crois pas à ça. Mais par contre, je crois que il faut que nous inventions les outils, les propositions de parcours, les bonnes formules pour que des habitants qui ont envie de plus de compréhension de ce qui les entoure, de cheminer vers la possibilité de prendre des responsabilités, il faut qu'on leur propose des outils, des façons de faire, des méthodes pour qu'ils puissent effectivement prendre ces responsabilités. Voilà, je crois que c'est tout l'enjeu de ce temps que vous allez partager. Nous ne sommes pas des instances, nous n'avons pas des instances démocratiques parfaites avec tout ce qu'il faudrait comme instance délibérative et comme démocratie directe avec un lien qui serait fluide entre des représentants et puis l'ensemble de la population. Mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait bien. C'est qu'on tend vers ça, et pas seulement parce qu'on en a envie, mais parce que ça nous semble un enjeu majeur dans la société d'aujourd'hui, que c'est porté par ce que vivent les habitants. C'est pas seulement nous qui décidons que notre projet il va être celui-là, c'est des habitants qui nous poussent, qui nous portent, qui attendent du centre social, qui jouent ce rôle de on voudrait exprimer notre colère, on voudrait pouvoir rencontrer des responsables politiques, on voudrait pouvoir dire que ça ne va plus et qu'on n'est pas content. Et comment le centre social peut nous aider, nous accompagner pour que cette parole-là, ce que tu évoquais Marion, soit réellement entendue. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'aller participer à une réunion publique, dire alors on va organiser une réunion publique, on va inviter les élus parce que le centre social peut le faire, et puis vous allez causer ensemble. Non, on sait bien nous que ça marche pas, que ils vont venir peut-être les élus, mais que dans la construction du dialogue, dans l'échange qui va se passer, il y a de l'inégalité de principe, de départ, et que donc il faut que les choses soient animées de telle façon que cette parole soit réellement entendue, et je dirais aussi qu'elle soit productive,
pour les personnes, que ça produise quelque chose. Je vais pas rentrer trop sur la discussion sur la transformation sociale parce que ça me fait peur. Il y a eu tout un travail admirable de la région Centre, de la Fédération du Centre, qui travaille avec Catherine Neveu sur cette question-là. J'ai lu leur premier rendu autour de transformation sociale, de quoi on parle, et du coup, j'ose plus en parler parce que parce qu'il faut se l'approprier, ce discours-là. Voilà. Et moi, je dirais que quand on est au pilotage, alors voilà, il se trouve que depuis 5 ans, j'assure cette fonction de présidente. Je ne suis pas la présidente. J'assure la fonction de, c'est-à-dire que j'en prends les responsabilités. Et puis, vous tous, quand vous me voyez, vous dites pas bonjour Claudie, vous dites bonjour présidente. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ça dit des choses d'ailleurs. Hein. Mais quand on est dans ce cas-là, dans cette fonction-là, ça suppose que si on veut pouvoir causer, comme je le fais devant vous, avec les moyens qui sont les miens. Hein. Moi, je suis Madame Michu, hein, donc voilà, je suis pas non plus, j'ai pas d'expertise particulière. Eh ben, c'est un peu avec des gens qui m'ont accompagnée, qui ont eu confiance en ma capacité à avancer sur ce chemin-là. Et puisque vous êtes tous là, je voudrais très officiellement, très symboliquement remercier tous ceux et celles qui m'ont accompagnée. Ça a été un parcours d'enthousiasme, je l'ai dit, et très riche, très enrichissant. Merci à eux tous et à toutes. Merci Claudie. Voilà. Je voulais... Merci. Passer la parole tout de suite à Daniel et à Sylvain. Ce que tu évoquais, Claudie, enfin voilà, fait très directement écho. On évoque des habitants qui poussent, qui portent. On évoque la question du cheminement partagé, habitants, professionnels, pour pouvoir porter toutes ces questions dans la société et piloter ensemble, enfin et piloter un projet centre social. Daniel, il me semble que, enfin dans l'échange qu'on avait eu, où tu m'avais raconté justement comment des habitants à un moment donné poussent dans un territoire et se retrouvent président d'un centre social. Est-ce que tu veux revenir sur ce petit bout de parcours-là qui montre ce que c'est des habitants au pouvoir ? D'accord. Alors, moi, je redis, on reste toujours modeste et que déjà, au départ, si on pense qu'on est bon, là, on commence à être mauvais. Voilà. Donc, c'est la première chose. Notre situation à nous, elle était... On n'était pas adhérent centre social, on n'était pas centre social, on ne savait même pas ce que ça voulait dire le pouvoir d'agir. Nul n'est pas voilà, et donc on avait une action sur le terrain et puis avec une participation des habitants qui était importante, un conseil d'administration conséquent, etc. Et la mairie avait, elle, un centre social, elle avait créé un centre social. Au début, ça nous avait un peu surpris, donc on avait interrogé, ils nous ont dit c'est pour finalement regrouper un peu tout ce qui se fait sur le territoire. Donc ils ont embauché quelqu'un. Puis donc on était invité à un comité de pilotage. On a dû être un peu gênant parce qu'au bout de 6 mois on nous invitait plus. Et puis finalement ça cheminait et nous un jour on a dit bon ça suffit. Du centre social, on en avait surtout l'idée qu'il y avait un agrément et puis un financement. Et nous, on se disait, on a des actions, on a l'impression d'avoir des actions et on n'a pas de financement. Donc on est allé voir le maire et on lui a dit, écoute, nous, c'est bon, on va faire une démarche pour déterminer un centre social. Bon, il a toussé un peu et il nous a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'écrire ce que vous venez de me dire ? Déjà, lui, il ne voulait pas être en intermédiaire, il voulait bien on écrive ce qu'on disait. Donc, on a écrit, etc. Et on a continué la démarche. Parallèlement à ça, on s'est rapproché de la Fédération des centres sociaux pour finalement un peu mieux comprendre ce que c'était qu'un centre social. Après, on a avancé dans cette démarche. On a eu l'agrément. Ce qui nous a arrangé, si vous voulez, c'est que la directrice du centre social de la commune, qui était finalement une annexe du CCAS,
est parti, a changé, a muté. Donc le maire, comprenant un peu ce qui se passait sur le territoire, il a dit nous on arrête le centre social municipal. Et ce qui nous a donné, avec un peu la CNAF qui avait dit en 2012, il faut que les centres sociaux municipaux se transforment en associations, etc. Ce qui nous a un peu arrangé à ce moment-là. Et puis nous, on a eu aussi une révélation, donc on s'est rapproché des centres sociaux, et notre révélation, ça a été le congrès de Lyon, où on débarque à 5. On y avait emmené 2 adjointes de la commune pour que eux aussi comprennent notre démarche. Et finalement, ça nous a donné un coup d'enthousiasme collectif qui a fait un démarrage global avec une participation très importante. On avait déjà des gens qui participaient, etc. On avait une organisation de commission, etc. Mais ce moment-là nous a donné un souffle qui a été terrible, avec une implication et un changement de mentalité dans l'association. Changement de mentalité qui veut dire changement de posture pour des élus de l'association, changement de posture pour des salariés de l'association. Le financement qu'on a obtenu nous a permis d'embaucher d'un seul coup 4 personnes supplémentaires, puisque nous, tout le reste était financé, donc on a embauché 4 personnes supplémentaires, qui étaient nouvelles dans le projet, donc qui étaient aussi, qui sont partis à fond dans le projet, et finalement, qui nous a amené une situation plutôt presque euphorisante, quoi, dans notre association. Voilà. Et donc un super travail collectif avec un développement beaucoup à partir de commissions. Et dans chaque commission, alors les commissions, c'est des commissions qui sont, il y a toujours un responsable, un élu de l'association, un élu du bureau de l'association, et puis un salarié. Et puis, dedans, il y a des élus de l'association et des invités. L'association est libre de s'organiser comme elle l'entend. Elle peut inviter, elle peut faire venir, elle a des habitants, etc. Et elle a un véritable pouvoir. Voilà, elle peut proposer, décider, etc. Alors, suivant le projet, le niveau de décision, il va avoir une validation au CA ou pas. Et la seule obligation qu'on a mise, c'est une communication annuelle de chaque commission au CA. Ce qui est parfois difficile pour les salariés, les permanents, les professionnels. Si vous voulez, je m'entends encore dire il y a 15 jours à la directrice, qui est nouvelle chez nous, mais qui avait des idées pour une commission, de lui dire mais laisse-les faire, laisse-les agir, laisse-les donc. Voilà, elle a des idées, je dis pas forcément mauvaises, hein, mais elle était dans l'action, alors que finalement, eux aussi, ils avaient plein d'idées. Et nous, ce qu'on défend, c'est que dans chaque commission, si vous voulez, il faut que les acteurs, ils soient à la fois concepteurs, ingénieurs, techniciens, manœuvres. Ils sont à tous les niveaux de la décision et de l'exécution des projets. Ce qui est un peu difficile, si vous voulez, à faire comprendre, par exemple, à des élus des communes. Ils comprennent pas. Ils comprennent la participation pour aller accompagner dans des actions, aller ramasser les détritus au bord du Thiou, à Annecy, etc., pour nettoyer la ville, etc., mais pas des choses où les gens, ils ont conçu, ils ont été au départ dans la conception du projet. Voilà, donc injonction participative, oui, nous on n'y est pas du tout dedans, et puis c'est assez régulier. Même j'ai croisé ce matin quelqu'un, par exemple, qui travaille à la CAF, qui me disait qu'avec l'ancien maire de notre commune, il nous disait qu'il y avait une bonne conception de la CAF, etc. Ils avaient des visées communes, mais je lui ai dit, nous, on s'entendait pas bien parce que lui, il avait des idées pour nous. Et nous, voilà, c'était un peu difficile avec ce maire-là. Peut-être qu'il avait de bonnes idées, mais pour nous, non, ça allait pas bien.
Merci Jean, je retiens, laisse-les faire, et ils avaient des idées pour nous. Et comment là-dedans, nous, on les porte, nos propres idées À partir du moment où les habitants, les élus de l'association ont le sentiment qu'ils ont le pouvoir de faire, d'agir, de proposer, de décider, tout ce qui est proposé n'est pas forcément, etc. Il y a des choses. Ils ont aussi la capacité de comprendre le possible de pas possible, etc. Et du coup, au départ, on a toujours annuellement, on a une réunion, enfin un travail où on est tous les élus de l'association et les salariés pour essayer de rêver, penser en commun, etc. D'agir, enfin de voir. Et de ne pas se donner de barrière au départ. La prochaine réunion qu'on va avoir en 24 novembre, on l'a mise sur une journée complète avec une formation. On se fait accompagner pour... Et le thème, c'est créer de l'intelligence collective. Très bien, merci. Créer de l'intelligence collective, c'est aussi Sylvain ce qui est animé dans le centre social du quartier Vitalité, où quand on a échangé ensemble sur les conditions, sur la manière dont dans cette question du pouvoir des habitants et de la place des habitants dans le pilotage du centre social se travaillait et cheminait de façon partagée entre professionnels et habitants, tu pointais un certain nombre et d'espaces de travail et de conditions pour que ça puisse fonctionner, parce qu'on peut on peut évoquer, parler longtemps d'une intention, d'une approche, d'une philosophie, mais concrètement, quelle forme ça peut prendre pour que ça se vive et ça s'anime dans un centre social, hein? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu un cheminement qui était long. Donc Claudie parlait de 100 ans tout à l'heure, bon, on n'a pas mis 100 ans, parce qu'on a une existence qui est de 17 ans, mais ça fait 17 ans qu'on se repose des questions, qu'on déconstruit, qu'on reconstruit, et donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça miraculeusement, c'est vraiment, on monte des petites marches, et on se rend même compte qu'à un moment donné, quand on a monté un certain nombre de marches, il faut redescendre, parce qu'entre-temps, les gens ont changé, et donc des choses qu'on avait construites et donc qu'on considère comme acquises, en fait elles sont plus acquises parce qu'on les a oubliées. Dans un conseil d'administration, je sais pas, en 4 ans, on a un peu plus de la moitié du CA qui a changé, et donc ce qu'on a fait il y a 4 ans, en fait on l'a sur le papier, on a notre mémoire, mais pour les gens c'est pas du vécu. Et donc nous on a pu repérer un certain nombre de périodes dans notre réflexion. Une première phase, c'est on va dire les 8-10 premières années de l'association, c'est long mais ça nous a pris du temps, où en fait on partait d'une situation, d'un dépôt de bilan du centre social d'avant, et la nécessité de repartir sur un nouveau centre social, mais c'était un peu compliqué à l'époque pour plein de raisons, et donc la Fédé qui portait lourdement ce redémarrage du centre social avait nommé un bureau exécutif, avec des personnes qui avaient été nommées par la Fédé. Et donc notre premier enjeu, c'était de revenir à une vie associative, avec des instances associatives de base, AG, CA Bureau, qui fonctionnent bien. Donc du coup, c'est rentré un peu dans notre ADN, et on va dire qu'on a passé beaucoup de temps sur se dire, mais finalement, c'est quoi ce qui se passe dans ces différents espaces, comment on fait en sorte de ne pas polluer ces espaces pour qu'il y ait une vraie prise de décision, et notamment toujours la bagarre de mais tous décident au bureau, comment ça se décide au CA et des choses comme ça. Donc ça nous a amené à formaliser sur cette période-là un certain nombre d'écrits, le règlement intérieur de la vie associative, et on a eu plusieurs étapes autour de ça, et puis là je fais un accéléré parce que je sais que je suis un peu bavard, et du coup on a eu l'avant-congrès. C'est-à-dire que sur l'avant-congrès en Rhône-Alpes, on avait déjà démarré des formations sur le DPA pour des salariés. Développement du pouvoir d'agir. Développement du pouvoir d'agir, pardon. Et du coup, ça nous avait lancé sur du démarrage de groupe, puisqu'on avait mis en application très rapidement la question des grandes oreilles, et notamment nous, on avait beaucoup travaillé sur la question des foyers monoparentaux. Qui finalement se mobilisait assez bien et assez vite. Et donc on a eu cette première phase où là on a eu une espèce de poussée, mais on voyait le côté versant salarié uniquement. Et pourtant ce qui était intéressant, on aurait dû être alerté, on aurait gagné peut-être un peu de temps, c'est que dans cette formation, on disait à toutes les personnes, tous les salariés qui venaient là-dedans, pour faire votre boulot correctement, il faut un mandat. Et qui est-ce qui donne le mandat? C'est le conseil d'administration. Et du coup, le congrès
qui est arrivé en 2013, c'est là où à un moment donné on s'est dit on a mis la charrue avant les bœufs peut-être, et que pour que ça marche, il faudrait aussi qu'on travaille cette question-là avec le conseil d'administration. Et donc on avait fait faire une intervention, on avait demandé une intervention du RACS à l'époque qui était venu dans notre conseil d'administration, il y avait des salariés qui étaient là, et tout le monde avait entendu la même chose sur cette fameuse roue. Donc il y en a un certain nombre qui doivent savoir de quoi on cause, et où était la place de chacun. Et ce temps-là, ça a été très intéressant puisque du coup c'est les administrateurs qui se sont posés beaucoup de questions sur mais d'où là-dedans, c'est quoi notre responsabilité, c'est quoi notre enjeu, comment on y participe, est-ce qu'on y participe et sur quel niveau, comment se traite la question du mandat, c'est-à-dire qu'effectivement où on va donner aux salariés cette liberté d'action et cette protection de bah oui vous pouvez aller plus ou moins jusqu'à là, et quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute, vous revenez nous voir. Du coup, ça nous a amené à retravailler aussi cette prise de conscience qu'en fait, c'était pas les salariés. On était un peu lent au départ, hein, mais que c'était une démarche globale. Ça nous a amené à essayer de repositionner au niveau de l'association, finalement, où est-ce qu'il y avait des enjeux, des enjeux de décision, on va dire, des enjeux d'engagement ou des enjeux de régulation. Et accessoirement, ça nous a permis un truc qu'on avait un peu perdu de vue, de remettre l'Assemblée Générale comme un endroit qui n'était pas du tout anodin, un temps qui était particulièrement spécifique, qui était le temps où on pouvait débattre avec une partie de nos adhérents non négligeable. Donc tout ça, ça nous a amené à avancer. Il y a eu ensuite l'après-congrès. Donc on va dire que là on attaque vers fin 2013-2014 et là nos administrateurs ça les avait pas mal brassés cette question-là et ils se sont dit mais si on allait voir d'autres collègues d'un autre centre social voisin pour réfléchir sur nos modèles de gouvernance et quand vous dites à un moment donné il faut débattre et il faut se construire des choses ensemble, je pense que c'est un temps qui est extrêmement important dans tous les espaces où ça peut se débattre, parce que c'est faire sens commun et c'est aussi une façon d'aller faire sur ce qui nous motive, ce qui nous construit et ce qui fait les enjeux de là où on veut aller. Et dans ce travail-là, on a reposé un certain nombre de bases communes et il me semble qu'on a un petit peu indirectement à partir de ça, participer à la construction d'une formation qui s'appelle aujourd'hui, tu m'as dit, pilotage et DPA. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, hein, c'était un grand moment. Et là où du coup on se retrouvait avec des administrateurs et souvent c'était des directrices, directeurs ou des coordonnateurs, à réfléchir sur mais comment on a une vision globale de ce processus dans toute la maison. Et que ce soit pas des petits machins un coup là, un coup là, un coup là, mais qui fassent pas sens commun. Et je pense que cette phase-là, pour nous, elle a été vraiment extrêmement importante, puisque c'est ce qui permet, comment dire, que tout puisse avancer de façon un peu harmonieuse. Et qu'on n'ait pas des zones où ça bouge plus vite ou moins vite et que ce soit pas concerté, puisque en fait on passe sans arrêt notre temps à se dire on est dedans, on n'est pas dedans, et moi je viens de dépasser le temps des 10 minutes et de cette partie-là ça a amené beaucoup de nouvelles expériences qui ont été tentées. Dans les expériences qui ont été tentées, on a vu par exemple des administrateurs avec qui on avait fait remonter des questionnements des habitants par rapport à notre fonctionnement sur une activité particulière où c'était assez délirant, et ils se sont dit bah, c'est super bien, sur ce truc-là on va se tester, et c'est-à-dire c'est nous qui allons rencontrer les habitants et c'est avec des salariés, des administrateurs et des habitants qu'on va construire la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont décalé leur posture, ils étaient plus que administrateurs, ils commençaient à aller un peu sur le rôle des salariés, mais on était ensemble, et ça a produit des choses étonnantes et dans leur vécu, mais aussi dans le vécu des gens, des personnes qu'ils ont pu rencontrer. De façon anecdotique, ça a amené 2 personnes à rentrer dans le conseil d'administration parce qu'ils avaient eu cet échange-là avec un CA qui portait des choses. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça va pas être bon. Et on pourra continuer à revenir après sur les échanges. Ce que tu pointais beaucoup dans l'échange qu'on avait eu en amont de cette journée-là, c'était et c'est ce que Daniel dit aussi d'ailleurs dans son centre social, le fait de multiplier
dans le centre social des espaces où les gens peuvent prendre de la place avec des mandats clairs, expérimentent la question de la décision et progressivement, dans des parcours, dans des trajectoires aussi, se sentent parfois plus légitimes à pouvoir aller, entre guillemets, ou de façon plus naturelle, au pilotage du centre social. Avant qu'on reprenne quelques questions SMS qui ont été adressées depuis le début de la matinée, Alain, Claudie, on vient de parler des places, on vient de parler des rôles, on vient de parler de la répartition des fonctions. Voilà, Alain, tu avais quelque chose à. Enfin voilà, vous aviez un regard sur cette question-là des rôles et des places, et que vous proposiez d'ailleurs de faire en binôme, me semble-t-il, quelque part pour être dans le ton de notre de ces JPAG où on est autour du travail associé aussi. Oui, bonjour à tous. On a préparé un peu un regard partagé avec Claudie. Mais que c'est pas le regard partagé du coup du délégué général, de la présidente nationale ou de celle qui assume les fonctions de présidente. C'est le regard de gens dans le réseau depuis un moment. On a été sur le terrain, on a été dans des fédés, on est aujourd'hui à la Fédération nationale et c'est empreint de ça. Donc c'est en tant que collègue, moi, que je m'adresse à vous, plus qu'en tant que délégué général de la fédé, mais avec peut-être 2-3 questions, 2-3 chemins, pour poser un peu quelques poteaux là potentiellement dans le démarrage de ces JPAG. Alors, je vais le dire comme ça, puis Claudie, tu le diras toi vraiment avec tes mots, mais on a un regard partagé, mais de places différentes. Moi, ce que j'ai envie de renvoyer c'est les journées professionnelles de l'animation globale. Donc moi, ce que je renvoie, c'est qu'il me semble, au regard de tout ce qu'on s'est dit là, que pour un professionnel au pilotage dans un centre social, des directeurs, des coordinateurs dans les centres sociaux, c'est la majorité d'entre vous qui êtes sur ces fonctions-là, il me semble que vous avez 3 métiers. Le premier métier, celui qu'on repère facilement, c'est celui de gérer la boutique et d'animer le projet. On le connaît tous celui-là, et on sait que dans nos façons de faire, on le fait de façon participative parce que ça c'est dans nos gènes. Donc on donne de la place aux gens dans notre façon de faire du management, dans nos façons de gérer. On a une commission finance dans un centre social, c'est pas juste quelqu'un dans son coin qui réfléchit tout seul aux sous. Mais quand même, vous avez un premier métier qui est de gérer la boutique et de gérer le projet. On le connaît bien, il y a des fonctions de direction très classiques, souvent qu'on a bossé un peu partout et qui découlent de ça. Et là, vous avez du pouvoir. Vous avez une délégation qui vous est donnée par votre employeur pour gérer la boutique. Et il vous dit à la fois ce que vous devez assumer et votre responsabilité, et il vous dit comment vous devez le faire dans l'esprit. Parce qu'on est dans un centre social, on ne fait pas tout seul dans son bureau, on fait avec les autres. Premier métier. Second métier, j'utilise le mot métier, mais c'est pour provoquer un peu la réaction par rapport à ça. Pour moi, il y a un deuxième métier qui est celui d'avec les habitants au pilotage, qu'on soit dans un centre social municipal ou les élus, ou dans un centre social associatif, les administrateurs, de co-construire les conditions du pilotage stratégique de notre projet. Parce que si c'est de ma responsabilité de directeur, parce que j'ai une délégation de mettre en œuvre les activités en lien avec le projet, etc. Les partenariats, comment ça s'articule, comment on articule les financements, les partenariats, les évolutions des locaux, tout ça, c'est des choses un peu complexes, d'un niveau plutôt stratégique. Et là, on est dans ce qu'on appelle dans notre réseau du travail associé. Professionnels au pilotage, habitants au pilotage, nous sommes associés dans une responsabilité partagée pour faire les choses ensemble à ce niveau-là. Et puis, un troisième niveau et un troisième métier. Alors, le deuxième métier, c'est de faire avec, c'est de co-construire, c'est d'être cet acteur pertinent, constructif, capable de dialoguer avec des habitants au pilotage. Dans cette co-construction-là de la dimension stratégique. Et le troisième métier, c'est que votre boulot, c'est, me semble-t-il, d'être des créateurs de conditions. Je reprends les mots de Claudie, dont on dira peut-être 2 mots, mais créer les conditions
pour que les habitants au pilotage puissent exercer leurs responsabilités et leur pouvoir, pour reprendre ces deux mots-là. Notre métier, et là c'est complètement ce que dit Marion Carrel tout à l'heure, me semble-t-il, c'est apporter des conditions pour que dans la délibération de votre conseil d'administration ou dans la délibération avec un collectif d'habitants, de vos administrateurs ou de vos habitants au pilotage avec un collectif d'habitants, eh ben ce soit pas toujours les deux mêmes qui discutent, parce qu'on a des règles du jeu, parce qu'on a des dispositifs d'animation et on est des pros de ça. On sait animer une réunion pour que tout le monde ait la parole et qu'il n'y en ait pas juste un, deux ou trois qui la squattent, parce que c'est toujours ces gens-là qui ont cette capacité-là de parler. Et puis on a des méthodes qui permettent à chacun de prendre part au processus délibératif, de décision, etc. Et puis on a des règles du jeu qu'on pose, parce qu'on est dans un projet, on a une charte qui nous pose sur un certain nombre de valeurs et on a des visées, et puis on se met d'accord avec les gens avant de démarrer, c'est quoi notre objectif? Si on est dans un temps participatif, c'est parce qu'on vise ça, est-ce qu'on est bien OK? Donc on est capable de poser un cadre rassurant. Tout ça, c'est des éléments de métier, mais qui visent alors ce métier-là, on l'utilise souvent quand on anime, et l'ensemble des professionnels d'un centre social font ça quand ils sont en animation avec des collectifs d'habitants, des groupes d'habitants, dans des activités, etc. Mais c'est le même métier qu'on doit exercer avec les habitants au pilotage. Et là, notre posture à nous, c'est celle du lâcher prise. Je reprends Daniel, laissez-les faire. Laissez-les faire. C'est qu'à un moment, notre métier, c'est aussi de les laisser faire. C'est de créer les conditions pour qu'ils puissent faire, mais c'est de les laisser faire. Et ça, je pense que ça vient aussi en tant que professionnel. Et moi, j'ai été directeur de centre social, j'ai bossé dans une union régionale, je bosse aujourd'hui à la Fédé nationale. Heureusement que j'ai une présidente qui me bouscule là-dessus aussi. Moi, il faut que j'apprenne aussi à laisser faire. Mais qu'il y a cette égalité-là. Moi, j'ai une délégation, j'ai des choses qui sont de ma responsabilité, mais il y a des choses qui sont de la responsabilité des habitants. Mais j'ai déjà dit beaucoup, Claudie. Oui, c'est une discussion, vous imaginez bien, ça fait un petit moment qu'on l'amène avec Alain pour construire quelque chose qui soit compréhensible de cette relation difficile qui est alors le binôme. Je trouve qu'il y a une vraie importance des binômes, que ce soit dans les centres sociaux ou les fédérations, entre directeurs, présidents ou entre délégués et présidents. Il y a une vraie réflexion à mener sur comment dans un travail associé, les deux parties trouvent leur place et trouvent la bonne place. Ce qu'évoquait Alain sur le lâcher-prise et puis sur la maîtrise, on pourrait imaginer qu'on retrouve la même chose du côté des bénévoles qui s'engagent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, nous aussi, à être avec des salariés qui ont de la compétence, à qui on demande d'avoir de la compétence. D'ailleurs, on aurait du mal à supporter des salariés qui n'auraient pas de compétences à apporter au projet. Donc, on attend d'eux qu'ils aient cette compétence. Et donc, c'est important qu'on leur laisse tout l'espace dont ils ont besoin et toutes les délégations dont ils ont besoin pour mettre en œuvre ce travail. Et en même temps, il faut qu'on travaille, nous, à garder précieusement ce qui relève de ce qui doit être porté par des habitants. Et ce qui doit être porté par des habitants, c'est une partie du projet politique, une partie de la parole politique qui n'est pas celle des professionnels. Ce n'est pas la même. Ils sont aussi engagés, ils sont aussi militants, mais si on veut qu'il y ait un peu de crédibilité sur la parole d'habitants qui vient interpeller, qui peut interpeller aujourd'hui de fait? Ce sont eux qui peuvent interpeller les politiques. Qui peut faire en sorte que on va jusqu'au conflit? C'est parce que des habitants engagés acceptent l'idée d'aller dans cette dimension-là, avec tout ce que ça comporte de liberté des personnes. La loi 1901 est une loi de liberté, la liberté des gens à se mettre ensemble pour défendre quelque chose. Donc, on revendique aussi, en tant que pilote, d'être des habitants, pas différents de tous les habitants du territoire. Et donc, ça nous donne une légitimité à prendre la parole. Et toute la difficulté, c'est comment
on articule ce travail des professionnels et le travail des bénévoles pour que là encore, il soit productif et le plus productif possible. Si je peux être un tout petit peu dans le cœur de notre sujet et puis l'aborder peut-être un petit peu différemment. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour le réseau que on s'ancre sur travaillons ensemble, bénévoles et professionnels, et accompagnons des bénévoles, des habitants, à prendre leur part dans le pilotage de nos structures. On a une tendance qui est celle de l'ensemble des réseaux associatifs à la professionnalisation. On le sait, ce qu'évoquait Marion sur la difficulté que peuvent avoir des habitants à s'engager dans du pilotage parce qu'ils ont peur, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils ont le sentiment de pas être entendus. Et ce que j'évoquais sur des parcours nécessaires pour rendre ça possible. Aujourd'hui, quand les habitants n'osent pas, ce qu'on leur propose, c'est de réfléchir à leur gouvernance et puis de dire, eh ben, mettez-vous à plein pour partager les responsabilités, comme ça fera moins peur. Ça, c'est une des propositions qu'on fait dans le réseau. Donc, on a des coportages qui pourraient être le signe de plus de démocratie, mais qui sont souvent le signe de on a trop la trouille et on veut pas y aller. Mais du coup, c'est un affaiblissement de cette parole des habitants. C'est pas on est plus riche ou on est plus démocratique. C'est non, on n'ose pas prendre des responsabilités qui quelquefois sont des responsabilités lourdes. Donc, je pense que ça, c'est un vrai enjeu pour notre réseau, et ça, c'est une tendance qui va plutôt dans le sens de la professionnalisation que dans le sens du portage politique. Alors on n'est pas si mauvais en DPA, on veut y aller, on a envie, les habitants, puis on dit, alors puis ils vont aller rencontrer le maire et puis ils vont s'engueuler avec le maire, et ça vraiment, ça c'est du pouvoir d'agir des habitants. Quand il s'agit de nos CA, là on est nettement moins bon. Et puis de façon plus grave encore pour moi, c'est que petit à petit, par manque d'habitants, on a des professionnels qui prennent la place des habitants dans les instances. Or, le projet politique, il doit être porté à tous les niveaux et il doit être porté majoritairement par des bénévoles. Non pas que vous ayez pas la compétence de le faire, bien au contraire. Non pas que vos engagements ne soient pas pertinents. On les connaît, on les reconnaît. Mais on fait l'inverse de ce qu'on prétend vouloir faire. Donc, voilà, je vous mets ce défi de repensez vos postures, comment on peut travailler ensemble pour construire la réalité d'un pilotage politique par des habitants jusqu'au bout. Et la question de utopie ou réalité, c'est effectivement on en a envie, la réalité n'est pas tout à fait celle-là, donc posons-nous des questions et travaillons ensemble. Voilà un beau défi qui est au cœur de nos 3 jours de travail là, mais au quotidien aussi dans les centres. Alors, on a un gros désavantage sur vous. Alors, on a un avantage, c'est on parle. On a un gros désavantage, c'est qu'on voit pas ce qui est écrit depuis le début. Donc, on propose à Hugo ou Benjamin, je sais pas lequel, Hugo, peut-être de partager avec nous ce qui voilà quelques éléments de tonalité, d'étonnement sur les premiers échanges ce matin, mais aussi une question ou deux qui peuvent être posées directement à nos intervenantes et intervenants. Tout à fait. Alors on a eu plus d'une centaine de petits textos ou de tweets en direct. Alors on ne les censure pas, on les modère pour répondre à une des questions. Il y a eu énormément en fait d'échos à des éléments d'actualité, en particulier la marche pour le climat, le mouvement des Gilets jaunes de samedi, qui viennent en fait poser une question autour finalement d'un développement du pouvoir d'agir qui serait une forme de boîte de Pandore pour les centres sociaux. Et du coup comment en fait on accompagne des habitants qui sont en colère et comment en tant qu'acteurs qui travaillons avec les institutions qui sont aussi nos partenaires financiers, comment ça fait bouger à un moment le rôle du centre social sur son territoire, et donc en tant que pilote de centre, comment ça nous fait bouger aussi dans nos pratiques professionnelles. On a eu pas mal de questions qui tournaient un petit peu autour de cette modalité-là, et puis
pas mal de questions aussi sur comment les formes d'organisation que l'on choisit au sein du centre sont adaptées ou pas pour répondre à ces défis de participation des habitants. À la fois des questions autour de grosses structures qui ne sont pas forcément dans la proximité, et puis également des questions autour du rôle du conseil d'administration qui peut paraître éloigné de nouvelles formes d'engagement. Très bien, merci. Sur Alain, tu disais, j'ai quelque chose à dire sur la première des questions autour de DPA, boîte de Pandore, point d'interrogation. Comment on accompagne des habitants en colère? Est-ce que ça fait bouger? Et qu'est-ce que ça fait bouger? Comment ça nous fait bouger dans les centres sociaux? En fait, je suis désolé, j'ai envie de répondre au troisième d'abord. Mais juste que tu laisses de la place aux autres aussi pour pouvoir répondre aux questions. Ouais, mais juste illustrer une chose sur la question des nouvelles formes d'engagement et des conseils d'administration. On avait dessiné un petit schéma dans les formations sur le pilotage, le DPA là qu'on avait fait, qui prenait 3 bulles. Il en prenait une qui était les habitants et ce qu'ils veulent faire. Une deuxième bulle qui est les professionnels avec le directeur qui sont au fonctionnement de la boutique, et une troisième bulle qui sont les administrateurs qui sont au pilotage. Et ce qu'on s'était rendu compte quand on croisait ces 3 bulles-là, c'est que très souvent, quand un groupe d'habitants a envie de faire un projet ou qu'il dit « moi j'ai un souci et j'aimerais bien interpeller le centre social par rapport à ce souci-là », ce groupe d'habitants est en lien avec des professionnels. Les professionnels amènent cette question-là au conseil d'administration. Le conseil d'administration délibère, dit oui ou non, on accompagne ou pas ce projet d'habitants. Ça redescend vers les professionnels et les professionnels disent aux habitants le CA veut bien, mais à telle condition, etc. Ça vous parle, ce chemin-là qui est classique et qui est dans la dynamique de la représentation représentative très classique. Nos administrateurs ont un mandat pour piloter le CA, donc ils décident. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, et pour faire le lien un peu avec la notion délibérative, c'est que ces habitants-là pourraient directement rencontrer des administrateurs et dialoguer avec eux sur l'enjeu de leurs questions, de leurs problèmes, de leurs projets. Et on délibère, on réfléchit ensemble et on crée ensemble, entre les administrateurs qui ont une machine qui est un centre social et des habitants qui ont un projet ou un problème, on crée ensemble les conditions pour que ce projet puisse voir le jour au sein du conseil d'administration. Alors à la fois, on est sur une dimension plus délibérative avec les vertus que nous donnait Marion tout à l'heure, et à la fois, me semble-t-il, on répond à ces dimensions-là. C'est que du coup, être administrateur, pour moi, dans ce que j'en vois, c'est pas juste gérer la boutique avec le directeur, c'est être en lien avec les habitants sur des questions importantes de choses qui se passent sur le territoire. Des habitants qui viennent parce que famille monoparentale, on a des gros problèmes de galère. J'ai souvenir que tu nous avais raconté, Sylvain, un peu les choses. Non, pardon ? Des grosses galères sur la gestion de notre vie quotidienne avec nos gamins, etc. Ils viennent avec cette épine dans le pied là. Mais du coup, comment le rôle des administrateurs, c'est de prendre en considération cette question-là avec les habitants concernés. Voilà, alors je me suis enflammé, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on te connaît, Alain. Merci. Et puis sur la première, juste sur les gilets jaunes et compagnie, moi je suis d'accord qu'il y a tout ça qui nous bouscule, ce serait intéressant d'entendre d'autres réactions par rapport à ça, mais pour moi, un des rôles du centre social, c'est aussi d'aller vers ceux qui ne sont pas en capacité de se mobiliser collectivement, ou qui n'ont pas cette culture-là. C'est ça notre plus-value dans la société, c'est que nous, on va vers les gens qui sont pas dans les collectifs. Moi je suis content qu'il y ait les gilets jaunes, enfin non, je sais pas si je suis content, mais c'est pas la question. Mais il y a les gilets jaunes, il y a des gens qui sont en capacité de se mobiliser sur des choses importantes. Bingo. Mais nous, notre plus-value, c'est d'aller vers ceux qui, justement, ont certainement des épines dans le pied, mais ne se mobilisent pas tout de suite et facilement sur des choses importantes pour elles. C'était une des questions, justement, là que je continuais à voir arriver autour du quid des plus éloignés ou marginaux dans le pilotage de nos projets. Sylvain. Je voudrais rebondir sur ta première intervention. En fait, on parle souvent du centre social hors les murs. Nos administrateurs aujourd'hui se posent la question du conseil d'administration hors les murs ou du dehors qui rentre dans le conseil d'administration. C'est-à-dire que de plus en plus, ils souhaitent pouvoir inviter des gens au CA qui sont soit des groupes de bénévoles, soit dans des groupes d'habitants,
ou dans des junior associations, puisque c'est un outil qu'on développe beaucoup. Et il se pose de plus en plus la question de sortir du CA, c'est-à-dire de créer ce lien. Il y a 1 an de ça, ils se sont dit il faut impérativement qu'on remonte un espèce de module d'inclusion où on pourrait parler avec des habitants, des nouveaux salariés, de c'est quoi notre projet, c'est comment, qu'est-ce qu'on défend comme valeur et autres. Et du coup, pour que cette chose-là, elle se partage, mais elle se partage aussi via les administrateurs vers tous les différentes bulles qui sont inventées dans le fonctionnement du schéma d'Alain. Et après, sur la question de souvent, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a bien un bon fonctionnement et on arrive à créer des groupes qui développent des projets. Sauf que ces projets-là, on va dire qu'on les fait dans notre jardin. C'est-à-dire quand on accompagne un groupe de familles monoparentales, elles vont finalement se trouver des solutions pour elles-mêmes, elles-mêmes étant le groupe. Mais là où on a des grosses difficultés, c'est comment on sort de notre jardin pour aller vers quelque chose qui serait, alors au départ j'allais dire plus ambitieux, mais c'est une connerie, qui serait différent et qui irait vers du bien commun et de la transformation sociale durable. Et aujourd'hui, là où on a beaucoup de difficultés, nous, c'est cette question-là, c'est de se dire comment ça sort. On a eu 2-3 tentatives, on n'a pas eu de peau, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on surveille un truc qui est en train de bouillir dans un des groupes autour de la question des jeunes mineurs isolés qui sont nombreux sur le quartier et où effectivement il y a un certain nombre d'instances qui font pas leur boulot. Mais je trouve que là où c'est vachement frustrant tout ce qu'on a pu voir, notamment au congrès, c'est qu'on a des belles idées et pour le moment, nous, on a du mal à passer de ce qui se passe dans notre jardin et en gros des petits collectifs qui arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais du coup, c'est comment on passe de mais notre problème, c'est peut-être aussi le problème de plein d'autres gens ailleurs. Et pour le moment, là-dessus, on n'est pas très bon. Merci. Moi, je voulais Daniel et Marion après. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Claudie. Nous, on a multiplié les binômes. Finalement, dans ces commissions, si tu veux, on a davantage de binômes professionnels élus de l'association, ce qui donne un peu plus d'efficacité et on décale finalement les décisions un peu plus loin. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à notre jardin, c'est notre problème et c'est ce que les élus des communes nous reprochent en disant vos actions, elles manquent de lisibilité. La lisibilité, on l'entend souvent, etc. Et en même temps, moi je reste persuadé que, si tu veux, la grande communication, et ça marche pas bien avec nous. Moi je suis persuadé que ça reste encore en priorité le bouche à oreille, le voisin-voisine, le copain-copine, amener les gens de proximité, etc. Plus que la grande publicité, faire voir, etc. Ce que les élus des collectivités aiment bien, parce que c'est très lisible, comme ils disent, on peut mettre dans le bulletin municipal, etc. Et ça, c'est toute notre difficulté. Merci. Juste avant de passer la parole à Marion, Alain me signalait qu'il avait vérifié avant que la moquette et les rideaux étaient inifugés et qu'ils pouvaient s'enflammer. Lui. Marion, pardon. Ok. Oui, d'abord, je voulais juste dire un mot sur le procédé que je trouve super chouette, que vous puissiez faire remonter. Alors, une centaine, voire plus maintenant. Le seul problème, c'est que nous, on l'a pas. Et je trouve que c'est pas grave. La prochaine fois, il y aura peut-être un retour. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi notre société qui évolue. C'est-à-dire vous avez des moyens maintenant et que les jeunes utilisent massivement pour aussi dialoguer entre vous, réagir à ce que disent les chefs, enfin je le dis comme ça, c'est comme si on était, je sais pas, une structure et puis que vous étiez la population par exemple, j'en sais rien, mais bon, vous voyez que vous avez du pouvoir aussi et que nous on est un peu déstabilisés parce qu'on partage pas le truc. Donc je trouve que c'est intéressant et personnellement j'espère que vous allez en faire quelque chose de tout ce qui est remonté, filtré ou pas, ou modéré. On va tout modérer, et ça m'intéresse de savoir ce qui est ressorti. Je voulais juste réagir du coup sur tout ce que j'ai entendu et les questions autour de cette histoire en repartant du 3e métier, la 3e activité dite. Et bon, pour un peu vous provoquer, mais je vois qu'il y a d'autres qui provoquent, il n'y a pas que moi.
Sur l'histoire de créer des conditions pour que les habitants au pilotage puissent exprimer leur pouvoir. Peut-être que j'ai mal compris, mais j'entends aussi tout ce que les autres ont dit, et je rejoins l'histoire de hors les murs, du coup. Est-ce que c'est seulement les habitants au pilotage? J'ai l'impression qu'on réfléchit en se disant, il faut qu'on amène d'autres gens, on diversifie notre CA, ok, d'accord, et que toutes ces questions, elles doivent être traitées, au CA, dans nos structures. Or, moi, ce que je vois, pour les centres sociaux, et une manière aussi de défendre le projet politique que Claudie a rappelé, atténuer les injustices sociales, je me demande si le projet n'est pas aussi organiser le débat démocratique dans les territoires pour lutter contre les inégalités sociales ou les atténuer selon comment on se positionne, et ce qui nécessite, comme Claudie l'a dit, tout un travail avant, pendant, après. Alors pour le dire plus précisément, quand la première question est arrivée là sur la marche pour le climat, les gilets jaunes, etc., moi j'ai envie de dire ces choses-là qui sont massives dans nos sociétés, c'est-à-dire un désir d'expression très fort, un désir d'engagement et une prise de parole en dehors des institutions. Elle est forte, et je pense qu'il faut la penser en même temps que le désir d'engagement et d'expression d'injustice qui est moins visible, qu'on peut appeler la citoyenneté ordinaire, qui est par exemple tous les petits collectifs de jeunes habitants dont je parlais tout à l'heure. C'est la même chose pour moi, c'est-à-dire il y a dans la société des fortes demandes, volontés, désirs d'engagement qu'on capte pas en fait, parce qu'on est d'abord, ça nous fait peur, et puis qu'est-ce que c'est que ces trucs, et puis alors on va dire non, elle est trop organisée, ça m'intéresse pas, je vais aller voir les ordinaires, mais pour moi c'est la même question, c'est-à-dire dans quelle mesure sur des questions, par exemple les mineurs isolés, ou des petites choses qui sont des grandes choses dans le quotidien des gens, dans quelle mesure je me permets en tant que militant professionnel ou sociologue d'aller au bout de cette question et d'organiser, par exemple, un débat avec les services concernés, avec la mairie, etc. C'est-à-dire pas seulement se dire tout de suite il faut que cette personne je la mette au CA, je caricature, mais faire tout le boulot d'accompagner l'organisation, l'auto-organisation des habitants dans une parole collective, porteuse de sens, porteuse de demandes d'amélioration et de dénonciation de dysfonctionnement, parce qu'on n'en a pas parlé. Si les gens sont pas contents, c'est aussi qu'il y a des dysfonctionnements. Et il y a des choses illégales même qui se font de par nos institutions. Voilà. Donc, question peut-être éthique et politique, et j'en rajoute une couche, mais du coup, en tout cas, pour terminer là-dessus, c'est pas tant quoi faire avec la colère, c'est utiliser ou vraiment prendre conscience que cette colère, c'est un point de départ. C'est quelque chose de très important, et que on peut pas mettre les gens dans les cases institutionnelles, c'est plus possible, ça fonctionne plus comme ça, c'est tout. Et donc il faut faire autrement avec ce désir d'engagement qui est très fort et qui est d'une chance. Voilà. Merci. Autour de ce métier qui pourrait aussi être d'organiser le débat dans les territoires pour atténuer les injustices sociales, Claudie? Non, je dis juste que ce deuxième point sur la démocratie dans notre projet fédéral, il est dans ma petite feuille. Simplement, j'étais coincée un peu dans le temps, et donc je l'ai pas abordé, mais bien évidemment c'est aussi le deuxième volet, c'est comment plus de démocratie, parce que on combat pas l'injustice sociale sans qu'il y ait quelque chose autour de la démocratie, enfin et ça en fait partie d'ailleurs. Quand il n'y a pas de démocratie, on peut imaginer qu'il y ait plus d'injustice sociale encore. Voilà. Donc c'était inscrit, je l'ai pas évoqué, et j'ai pas eu le temps. Mais oui, enfin, ça fait tout à fait partie du travail, et on voit bien que c'est notre difficulté. Je faisais la remarque à Alain comme ça en aparté en disant le début de notre discussion, tout partait comme si avoir un conseil d'administration c'était absolument naturel. Mais quand on est dans un conseil d'administration, on fait du représentatif. Faut que ce soit très clair, ça. On est dans un système de représentation. Donc, comment on réfléchit à améliorer cette représentation pour qu'elle soit diverse, variée, vivante, qu'elle se renouvelle, qu'elle soit délibérative, et puis comment on s'invente aussi des outils d'une démocratie plus directe et avec de l'articulation entre les deux. Je crois que il me semble qu'on est au travail là-dessus, et qu'on cherche
de notre côté, comment on peut faire avancer ça. Bon, voilà, c'est pas facile. Vous le savez bien, vous vivez ça quotidiennement. Moi, je crois qu'il faut que vous alliez vous mettre au travail. Là, vous avez 3 jours pour bosser, donc arrêtons de vous raconter des trucs et puis bossez, quoi. Je pense que vous avez plein de solutions. Potentiellement, vous avez des solutions. Vous, pas toutes, mais des bouts, des démarrages. Réfléchissez ensemble et puis partageons. Elle a l'art de la transition, Claudie. Au boulot. Au boulot. Ce qu'on voulait vous proposer, il est midi, si on veut respecter les horaires, le temps du déjeuner et la suite. On voulait vous proposer de continuer à nous mettre au boulot pour les 3 jours, mais déjà là tout de suite, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de vous mettre par 4, de vous retourner vers vos voisines, et dans les 10 minutes qui viennent, d'échanger et de poser 2 choses, ou une si vous n'êtes inspiré que par une, mais on voulait vous proposer de poser pour vous une condition et ou un frein pour faire vivre le pouvoir des habitants dans les centres sociaux. Ce que vous allez échanger, ce que vous allez poser, on va vous distribuer 2 feuilles, une jaune et une verte. La jaune, ce sera pour la condition, non, la verte, ce sera pour la condition, pardon, et la jaune, le frein. On récoltera tout ce matériau-là, qu'on affichera, et dont on se nourrira aussi durant les 3 jours, pour peut-être, au moment de la plénière de clôture de CJPAG, se dire sur quoi on a avancé, peut-être en termes de conditions, est-ce qu'on a levé certains freins ou pas, et qu'est-ce qui nous reste à travailler durant ces années qui arrivent. Donc voilà, proposition, 10 minutes par 4, autour d'une condition, un frein, pour faire vivre le pouvoir des habitants dans les centres sociaux. Et c'est l'occasion pour moi en même temps de vous remercier tous les 5 sur cette fin de plénière. Il manque, c'est pour le pouvoir des habitants, pardon, pour faire vivre. Oui, c'est ça. Merci. On s'auto-organise par 4. C'est compliqué de faire tourner les chaises, mais on y va. Et on parle bien du pilotage des habitants, par les habitants. Je pense que ce matin, j'ai dû en voir 4 ou 5. Ouais, j'ai vu.